Bonjour, nous sommes le 19 juillet 2027, on est mercredi, vendredi, je m'excuse, vendredi, fin de semaine, dans la fin de semaine. Donc 19 juillet 2024, avec une météo, bon, hier il faisait bon, il fallait en profiter pour la journée d'hier, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, nous voilà déjà avec ces- les nuages qui arborent le ciel. Bon, je ne sais pas si on peut dire arborer, parce qu'arborer, voilà, ça concerne voilà, un trait qui a à voir avec les arbres, mais enfin bref. Euh, le ciel est parcouru par un ensemble de nuages. Voilà, donc on n'a plus le ciel d'hier. Hier, il fallait profiter. Parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre, je veux dire, pour cet été-ci, c'est vraiment un cas flagrant d'école, voilà, de climat dégénéré, déréglé. Parce que bon, on ne trouve pas voilà, on retrouve pas la régularité d'un été. D'un été, bon, aujourd'hui il pleut, demain il pleut 3 jours, il fait bon un jour, il pleut 4 jours, il fait bon un jour. Donc on est dans une espèce d'irrégularité. Un peu, on ne sait pas programmer quelque chose pour dire de faire, voilà, parce qu'une fois il fait bon, une fois il pleut. Bon, ceci étant dit, c'est comme ça et ça dure depuis le mois d'octobre. Je l'ai dit. Bon, à mon avis, le climat est déréglé. C'est un dérèglement, je veux dire, dû à des contraintes extérieures telles que pollution ou autre, ou est-ce que ça a été voulu, voilà, pour certaines raisons, par l'être humain. Je n'en sais pas plus. De ce côté-là, il reste toujours ce qu'on appelle le mystère. Quand on ne sait pas, il y a toujours un brin de mystère. Bon, on peut se poser juste des questions sans plus. Tant qu'on n'a pas les preuves, ben on peut que voilà, supposer certaines hypothèses sans en avoir les preuves. Voilà, c'est comme ça. Quand on ne sait pas, bon, on dit qu'il se passe peut-être quelque chose. Bon, ceci étant dit, je vais faire une vidéo ici euh, très importante, d'un certain niveau d'importance. Niveau d'importance. Alors, supposons que je mette un niveau d'importance de 0 à 10. De 0 à 10. Je vais mettre un niveau d'importance de 0 à 10. Mais je mettrai ce niveau d'importance proche des 10. Ben, ça veut dire que si vous faites de la mécanique, si vous faites de la mécanique, ou autre, il n'y a pas que la mécanique, hein, si vous pouvez faire aussi bon, il y a beaucoup de cours comme ça, je veux dire, par exemple, je prends de la, comment on appelle ça, la résistance des matériaux, ou encore la mécanique des fluides, ou encore, qu'est-ce que je pourrais prendre encore, enfin, d'innombrables domaines, la thermodynamique. La thermodynamique. Donc, qu'est-ce qui va relier tous ces domaines? Ben, vous aurez compris que c'est l'étude des forces. Voilà, on a des forces en présence. Avant d'avoir des forces, bien sûr, et c'est ça que je voulais expliquer, on a des systèmes. Donc on rencontre, et alors en physique aussi, hein, physique, parce que bon, en domaine de la physique, on crée des systèmes, voilà, en mécanique, en résistance des matériaux, en mécanique des fluides, en thermodynamique, on se base sur des systèmes. Bon, simplement en thermodynamique, vous avez l'effet des températures, des pressions, des volumes, voilà, mais il y a aussi des forces mécaniques derrière tout ça. Voilà. Mécanique des fluides, c'est aussi un petit peu, c'est l'étude des fluides. Donc je vous ai toujours dit qu'il y a une relation entre thermodynamique et mécanique des fluides. Mécanique des fluides étudie, je veux dire, tout ce qui est fluide. Voilà, tout ce qui est fluide. Il y a une partie voilà, de branches à thermodynamique qu'on retrouve euh, en mécanique des fluides. Bon, alors en thermodynamique, on va plus se spécialiser, je veux dire, voilà, dans ce qui est chaud-froid, qui a des effets avec la température, on va dire. Voilà. Alors, la résistance des matériaux, c'est normal, bon, on étudie des systèmes, des poutres, etc., des poutres, des articulations, etc. Donc, en fait, d'office, euh, intervient les notions de force. Bon, c'est ce qui veut dire qu'avant de parler de force, il faut parler de système, parce qu'on a d'abord un système. On a d'abord un système avant de parler de force, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va étudier. Qu'est-ce qu'on va étudier.
Alors, on n'étudie pas que forcément un système, hein. On peut étudier un système, quand on connaît le système, ben, je veux dire, on peut le mettre en relation avec d'autres systèmes. Je pense, par exemple, on peut avoir des systèmes simples qui vont former des systèmes complexes. Par exemple, qu'est-ce que j'appelle un système complexe? Ben, un avion complet, c'est un système complexe. D'ailleurs, il faut monter une usine pour fabriquer toutes les pièces qui vont s'assembler. On va parler d'assemblage. Alors, on aura des parties d'assemblage. On aura l'aile d'avion, on aura le fuselage avant, voilà, on aura la partie intérieure, ben, les parties moteurs, on aura tout ce qui est partie, voilà, des conduites thermodynamiques, etc., etc. Donc, les systèmes seront imbriqués les uns aux autres, et on a ce qu'on appelle un assemblage. Mais attention qu'un avion, c'est un assemblage complexe. Si je prends un avion, par exemple, qui est la marque Boeing, il y a différents types de Boeing, hein, voilà, ils sont classifiés suivant, voilà, suivant le nombre de places, suivant, voilà, des spécificités bien précises, des caractéristiques d'un avion. Il y a des avions plus chers que d'autres, c'est normal parce que bon, ils offrent plus de possibilités. Donc, voilà, il y a les moyens courriers, les longs courriers, etc. Il y a le nombre de places, les types de moteurs. Voilà la sécurité d'un avion par rapport à un autre, savoir parce que voilà, il y a des avions plus sécurisés que d'autres parce qu'ils ont plus de capteurs mis en action, en démultipliés, bien sûr, ils démultiplient les capteurs pour s'il y en a un qui tombe en panne, il y en a toujours un second en sécurité. Ben voilà, un avion c'est un assemblage. Alors qu'est-ce qu'est un assemblage complexe? Ben, une voiture. Bon, une voiture c'est moins complexe qu'un avion, mais il y a plus de pièces il y a plus de pièces dans un avion, de type Boeing, que parce que les avions, il y a de tout type, hein. Il y a les petits avions, les gros avions et les moyens avions. Voilà, il y a toutes les tailles dans les avions. Voilà, il y a les avions de tourisme, les avions, voilà, en suivant leur fonctionnalité. Il y a les avions de tourisme, les avions, voilà, individuels. Euh, euh, des avions, je veux dire, de transport de passagers, transport de troupes militaires, des avions, voilà, de transport de marchandises. Bon, un avion n'est pas l'autre. La construction d'un avion n'est pas. On fait les constructions des avions pour les besoins. Donc, qu'est-ce qu'un un système complexe? La plupart du temps, ce qu'on retrouve dans les systèmes complexes, c'est tout ce qui est moyen de transport, hein. Voilà, tout ce qui est moyen de transport ou qui doit être, je veux dire, mis en action dans un, voilà, euh, voilà, pour faire une trajectoire. Alors, qu'est-ce qui peut faire une trajectoire? Beaucoup de choses. Un bateau, une voiture, un avion, un missile balistique, un train, un tramway, voilà. Tout ça sont des systèmes complexes. Alors, on peut parler de là où on a tout des, comment on appelle ça, des moyens de transport, on a voilà, des systèmes. Alors maintenant, le bâtiment, construire un bâtiment aussi, qui va être bien sûr dessiné par un architecte, calculé par des ingénieurs, eh bien là, derrière ça, c'est la résistance des matériaux. Parce qu'on a quand même l'étude de force, donc ça constitue quand même des systèmes. Là, on a les systèmes, voilà, par exemple, vous avez le plancher, vous avez le rez-de-chaussée, vous avez le premier étage, deuxième étage, troisième étage, vous avez une annexe, vous avez, voilà, tout ça doit tenir sur un parterre qui doit être solide, c'est-à-dire, voilà, il faut que, pour pas avoir un terrain meuble, qui est, bon, un terrain meuble, c'est un terrain voilà, qui ne supporte pas d'efforts mécaniques, et donc on évitera les terrains marécageux pour la construction de gros bâtiments. Voilà, ou alors là où il y a des vibrations, telles que par exemple les endroits sismiques, on évitera les endroits sismiques, ou si ce n'est qu'on veut construire dans un endroit sismique, on mettra voilà, voilà, des espèces de ressorts mécaniques. Bon, on va prendre les précautions en mettant des systèmes adaptés euh, contre les vibrations. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas habiter, mais que les gens habitent. Par exemple, je pense aux zones inondables, hein. Vous habitez à côté d'un ruisseau et qui risque d'être inondé tous les 5 ans. Ben là, s'il y a une inondation, l'assurance prendra en charge pendant un certain temps, et puis un par un, là, je vous dirais qu'il faut déménager parce que bon, l'assurance ne va pas toujours payer. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des systèmes complexes et il y a des systèmes simples. Si je prends un vélo, bon, tout le monde n'est pas capable de construire un vélo parce qu'ils n'ont pas l'outillage nécessaire, mais beaucoup de gens peuvent réparer un vélo. Ouais, parce que c'est quand même simple. Elle est constituée de. Voilà, un vélo, c'est un guidon, c'est deux roues, c'est une chaîne,
une chaîne de transmission. Voilà, c'est des vitesses. Des vitesses, c'est des freins, c'est une selle, c'est un cadre, c'est voilà, c'est des vitesses, c'est un changement de vitesse. Hein, avec, voilà, il y a un système de dérailleur. Bon, on va pas compter jusqu'à 1 million. On n'a pas 1 million de pièces dans un avion. Je m'excuse, sur un vélo. On n'a pas 1 million de pièces. Par contre, il y a comment on appelle ça, des systèmes où il y a 1 million de pièces. Il y a 1 million. La gestion du stock. Voilà, et c'est pour ça que quand on fait la construction de tels systèmes, ben, c'est des départements. Il y a des départements qui va s'occuper de la peinture, uniquement de la peinture, un département qui va s'occuper, voilà, du montage des roues, un département qui va s'occuper, voilà, des cabines intérieures, des cabines intérieures, un département qui va s'occuper de, voilà, montage moteur. Et les véhicules, c'est pareil, hein, vous avez des chaînes d'assemblage. Et on construit à la chaîne. Il y en a un qui fait, voilà, qui monte les amortisseurs, il y en a un qui monte, voilà, le volant, il y en a un qui monte les sièges, les sièges du véhicule, il y en a un qui va mettre, voilà, les amortisseurs, comme j'ai dit, d'autres ils vont mettre le moteur, certains vont mettre la boîte de vitesse. Et alors ça parcourt une chaîne pour laquelle chacun va mettre un élément jusqu'à la fin de chaîne où tout a été mis. Les phares ont été mis, le système électrique a été mis, le système voilà, de chauffage a été mis, le système. Quand on a tout intégré le système, eh bien, je veux dire, à ce moment-là, mais on a le véhicule qui peut être mis en test. Un véhicule qui peut être mis en test, donc voilà, dans une piste adaptée pour ça. Bon, donc ça veut dire que, quand j'explique tout ça, ça veut dire que ben, les systèmes, il y a des systèmes complexes et des systèmes simples. Donc il y a des systèmes complexes et des systèmes simples. Alors ici, pour expliquer ce que je veux faire ici, bon, je vais parler d'un système simple. Je veux considérer un système simple pour la compréhension. Un système simple. Alors un système simple n'est pas forcément quelque chose d'unique. Le plus simple qu'on peut avoir, c'est un système unique, d'une pièce unique. Ben, bon, ici, bon, généralement, les systèmes sont articulés, donc il y a toujours un, comment est-ce qu'on appelle ça, il y a toujours un contact, une relation voilà, d'une pièce avec une autre. On va pas avoir une pièce qui est en contact avec une autre. Bon, ici, bien sûr, je ne vais pas mettre une pièce unique qui n'est pas en contact avec rien du tout. Parce que justement, le but de la manœuvre ici, c'est d'expliquer que quand on étudie des forces, ben, il faut définir d'abord son système et que le système, bon, l'étude des forces n'est pas quelque chose d'absolu. Voilà, c'est pas quelque chose d'absolu, ça se fait pas toujours de la même façon. Non, c'est relatif. Mais relatif à quoi? Ben, à la création de votre système. C'est le système qui, quand il est défini, vous définissez votre système, mais là vous faites l'étude les forces qui vont être dans le système, mais dépendra de votre système, parce que les forces dépendent du système. Les forces dépendent de la création de votre système. Comment vous avez défini votre système? Voilà. Et donc, moi je prends un système simple pour comprendre les choses. Mais, avant toute chose, il y a des prérequis. Les prérequis, bon, c'est les lois de Newton. Vous devez connaître les lois, juste les lois de Newton. Et le principe que je vais voir maintenant, ben, il est adaptable à l'infini. C'est adaptable à l'infini. Pourquoi à l'infini? Ben, vous pouvez créer, faire une générescence. Ouais, parce que j'aime bien ce mot-là, générescence. J'aime bien le mot génération. Hein, parce que vous pouvez générer par voilà, des systèmes qui sont reliés par des branches. Par exemple, construire une chaise, ben, vous devez construire d'abord les pieds avant de construire voilà, vous devez faire le cadre, et puis après vient se placer. Donc le cadre est au-dessus des pièces, des pieds en fer. Par exemple, si vous mettez voilà, un dossier en bois, ben, il y a une architecture à ça. Quand je dis une architecture, il y a une arborescence. D'ailleurs, les stocks sont gérés par une arborescence de pièces. Voilà. Et donc, dans un avion, ben, on peut faire une arborescence de pièces. Et dans tout montage,
ton montage, on peut créer ce qu'on appelle une arborescence par génération. Voilà. Voilà. Par exemple, vous avez une pièce P1, une pièce P2 qui est assemblée ensemble. Voilà, cette pièce P2 va donner une pièce qui provient d'une pièce P3 formée avec une pièce P4 ou une pièce P5. Voilà, celui-ci va donner une pièce bien particulière qui va être faite. Alors ici, vous avez monté la pièce P3 plus P4 plus P5. Celui-ci, vous avez monté P1 plus P2. Voilà, ces pièces montages, c'est des montages de pièces. Hein. Vous les avez assemblés ensemble. Et puis, ici, vous avez par exemple P6 plus P7. Voilà, ici, vous avez P6 plus P7. Voilà. Et là, en finalité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez monté un assemblage de P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 plus P7 qui va assurer une certaine fonctionnalité, une certaine tâche. Par exemple, si c'est un vélo, c'est fait pour rouler. Il y a plusieurs fonctionnalités. Aussi, on pouvait pouvoir rouler, mais on peut pouvoir freiner et changer vos vitesses. Voilà, donc il faut bien sûr certaines fonctions qui soient assurées dans la fonction principale qui est de rouler. On peut rouler, mais il faut savoir freiner parce que c'est la sécurité qui l'exige. Et il faut savoir changer de vitesse parce que sinon ça devient difficile en côte, il faut changer ses vitesses. Et voilà, si on est en descente, on peut adapter ses vitesses. Si on est en plan, on adapte ses vitesses. Et tralali, tralala. Donc il faut savoir adapter ses vitesses pour une question d'aisance. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui peuvent intervenir dans la fonction principale qui est de rouler. Rouler, c'est le but premier, mais on ne demande pas de rouler sans frein. On ne demande pas de rouler sans pouvoir changer ses vitesses. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui vont interagir. Donc ici, je vous avais dit au départ que le niveau d'importance ici, il est plus vers les 10. Si je mets une échelle de 0 à 10, ce que je vais voir maintenant, c'est d'une importance capitale pour la mécanique. Voilà, c'est une importance capitale. Maintenant, je n'ai pas dit que je vais prendre un système complexe. J'ai dit qu'il existait des systèmes complexes, mais que je peux faire l'étude. L'étude que je vais faire ici est adaptée pour tout système. C'est vrai pour tout système. C'est pour ça que je vous dis qu'il a un niveau de... Cette vidéo aussi a un niveau d'importance. Si vous voulez apprendre la mécanique, il a un niveau d'importance de 0 à 10. Et c'est valable de toute façon, comme je vous dis, pour la physique, la mécanique, la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, thermodynamique et pour d'autres domaines, voilà, où on a les notions de force. Donc, les notions de force vont dépendre de l'existence. Des notions de force vont dépendre de l'existence de votre système. Alors, comment vous allez générer... Alors, je ne vais pas dire que je vais générer plusieurs systèmes ici. Hein. Je n'ai pas dit que je vais faire une arborescence de plusieurs systèmes qui vont s'assembler pour donner... Voilà, j'ai pas dit ça. J'ai dit que, bon, je prends un système, aussi simple soit-il, pour montrer qu'on n'est pas dans un système absolu, mais relatif. C'est-à-dire que la dépendance des forces va dépendre du système. Et bien sûr, il faut connaître les lois de Newton. Hein. Alors, ici, le principe général ici, que vous devez connaître, ici, c'est le loi de Newton. C'est juste ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je prends comme système? Eh bien, je prends un système aussi simple soit-il. Aussi simple soit-il. C'est-à-dire que je prends un système... bon, je vais mettre une cloison. Ici, je vais mettre une cloison. Voilà. Alors, supposons que vous voulez mettre des livres suspendus comme ceci. Alors, ici, je peux mettre... On vend des espèces de ferraille comme ceci. Et je peux faire une étagère. Alors, ici, vous venez visser avec une cheville. Comme ça, voilà, vous pouvez en mettre deux. Puis, vous pouvez déposer des livres. Enfin, bien sûr, ici, vous mettez une étagère. Donc, ce qui veut dire qu'en vue de face, vous mettez deux bouts de fer comme ceci sur, sur un mur, par exemple. C'est des bouts de fer qui sont repliés à 90 degrés. Vous mettez votre étagère et là, vous pouvez venir apposer, par exemple, des livres. Des livres ou des objets, un vase, enfin, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Bon, je peux prendre ce système-là, mais je ne vais pas faire ça. Je prends un système encore plus simple qui va montrer que les forces dépendront du système. Alors pour ça, je vais prendre un système avec une espèce de poutre, une poutre un petit peu travaillée, hein, bon, une poutre en bois, en fer, peu importe ce que c'est, un petit peu travaillé. Quand je dis aller travailler, ici c'est pour pouvoir mettre
Voilà, on va la mettre comme ça. Alors ici, généralement on met des arrondis. C'est pas nécessaire, hein. On peut travailler ça au niveau menuiserie, au niveau, si on est en bois ou au niveau mécanique par usinage, tralala, on peut travailler tout ça. Si c'est du plastique, on peut par un moule, etc. Alors ici, justement, je vais mettre ce qu'on appelle un système d'articulation qui va permettre une rotation, qui est bien sûr voilà, reliée ici. Donc c'est-à-dire que ici, dans ce cas-ci, ici il peut tomber. Ici on a un axe de rotation. Donc ça veut dire que voilà, cette poutre-là, elle est soumise à rotation. Là. Cette poutre ici est soumise à rotation. C'est normal parce que, je veux dire, et alors il y a l'effet de la gravitation. Si vous le tenez avec votre main ici, bon, il est suspendu. Maintenant, si vous retirez votre main, ben, il va tomber. Il va tomber pour se mettre à la verticale du mur, c'est normal. Bon, ça c'est tout à fait logique. Ce qui va se passer, c'est l'effet de la gravitation. Donc, bon, ici, je vais le suspendre. Voilà, je vais le suspendre. Voilà. Alors, je vais le suspendre avec un fil pour le maintenir. Voilà. Je prends un fil. Je vais fixer ici une petite accroche. Voilà. Et je vais le fixer ici sur la poutre. Et ça, c'est un excellent système d'étude. Pour comprendre qu'on n'est pas dans un système absolu, mais dans un système relatif. Enfin, que tout est relatif ici. L'étude des forces sera relative. Relative à quoi? Ben, au système. Il sera relatif au système, tout simplement. Alors, je vais appeler le fil ici un tirant. Ça, c'est le tirant. Alors, on aura une réaction ici, par exemple. Ici, on aura une réaction due, je veux dire, à un effet charnière. Ici, on a un effet charnière. Hein. C'est un effet charnière, comme vous avez sur les portes ou les fenêtres. Portes et fenêtres sont souvent à charnière. Donc, on a un tirant qui est un fil. Ici, il est accroché au point C. Ici, je vais mettre le point B. Et donc, vous avez un triangle. Là, j'ai un point A. Donc, voilà mon point ABC. J'ai un triangle ABC, on va dire ça comme ça. Le système est un triangle ABC. Bon, je vais juste le réduire. Voilà. Et bien sûr, ici, c'est la poutre. Et bien sûr, là, on a une cloison. Alors, là, bien sûr, vous aurez compris que on a un système de à charnière, c'est-à-dire pivotant. Pivotant, si je retire la tige. Pivotant. Alors, c'est battant aussi, hein. C'est pivotant, battant, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez appeler ça, pivotant ou battant, parce que ça bat, voilà, ça bat. Ça peut battre si vous enlevez le tirant, ben, c'est la tige, que je vais appeler le tirant T, bien sûr, et la poutre P. Voilà. Alors, il existe des fenêtres, ce qu'on appelle les fenêtres oscillobattantes, elles peuvent s'ouvrir voilà, d'une certaine façon. Il y a deux façons de l'ouvrir, hein. Bon, soit vers ça, via le système de charnière, voilà, c'est battant, voilà, ou sinon ça peut aussi osciller par rapport à, voilà, ouais, quand je dis vers vous, la fenêtre, enfin, c'est vrai qu'il faut que je dessine parce que sinon vous ne comprendrez pas ce que je veux raconter. Voilà, si j'ouvre, vous avez une fenêtre comme ça, ben, les fenêtres peuvent s'ouvrir de cette façon-là, comme à l'accoutumée. Mais certains, enfin maintenant on fait des systèmes oscillobattants. C'est-à-dire que la fenêtre, vous pouvez l'ouvrir aussi uniquement, ici c'est fixe, là
vous allez tirer ici, voilà, vous allez uniquement tirer, elle va venir vers vous uniquement au niveau du dessus, ce qui veut dire que vous allez avoir, en regardant la fenêtre de côté, elle va s'ouvrir comme ceci. Ça c'est une vue de profil, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc il y a deux moyens d'ouverture, ça c'est le deuxième, donc on a des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres oscillobattantes. Alors généralement ça c'est pour aérer un tout petit peu la maison, on laisse un petit peu ouvert comme ceci. Voilà. Et c'est bien quand les pluies tombent, parce que bon, si vous ouvrez la fenêtre complètement, vous n'allez pas avoir des pluies qui peuvent rentrer dans, voilà, dans la maison. Mais avec un oscillobattant, vous mettez voilà, de cette façon-ci. Et là, bon, les pluies, vous pouvez partir en vacances et laisser ouvrir comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les pluies vont venir taper sur la vitre et s'écouler en oblique. Donc c'est bien d'avoir de l'oscillobattant pour aérer la maison, bien qu'il pleut ou qu'il fasse n'importe quoi venteux. Je veux dire, quoique peut-être s'il fait trop venteux, maintenant à l'intérieur, s'il y a des vases mal placés, ils peuvent basculer. Là, on va avoir des basculements voilà, de basculement d'objets, s'il y a un vent trop fort, ce qui est évident. Bon, donc ici, on a un système pivotant ou battant. Et là, va se définir le système. Comment définir mon système? Alors, je vous rappelle qu'ici, il faut connaître les lois de Newton. Quel est mon système ici? C'est un système simple, puisque vous voyez qu'il y a une charnière en A, il y a une charnière, alors il y a un contact entre la poutre et la charnière. Ici, c'est une charnière qui permet un mouvement de rotation, voilà, comme ceci. Voilà, enfin, vers le bas ou vers le haut. Voilà. Et donc, je vais lui rajouter aussi une boule. Je vais lui mettre une boule. Ça, c'est une boule. Voilà. Alors maintenant, on va dénommer tout ça. J'ai la poutre qui est mon système S1 qui est en contact avec une boule. Voilà. Et la boule, je vais l'appeler le système S2. Voilà. Comme ça, je mets des interactions, voilà, en plus. Donc, il y a quand même pas mal d'objets. Hein. C'est un système ici. Si je prends tout le système ici, ben, qu'est-ce qu'on a dans tout le système ici? Ben, on a un tirant T, on a une boule S2, l'existence, si vous observez l'univers ici, c'est un univers que je peux appeler oméga, hein, c'est un univers comme en statistique, on appelle l'univers oméga. Non, ici on n'appelle pas ça oméga. L'univers que vous voyez ici, c'est ce que je vais appeler le système. Voilà, le système. 6. Je l'appelle 6 système. Voilà. Bien sûr, dans un système, on va fixer un repère, on fera des calculs de force et tralala, c'est évident. Et moment où vous voulez faire des études de force, avec voir si le système est en équilibre, il y a des équations basées sur un repère. Mais ici, je ne vais pas faire d'équation éco-caisse, c'est simplement voir qu'un système est relatif et dépendant du système que vous allez choisir. Alors, le système ici, il est basé sur un tirant, voilà, S1, S2, un tirant, alors S2 c'est la boule, S1 c'est la poutre, et une charnière. Donc, il est composé, si vous voulez, d'un tirant, d'une boule, d'une poutre et d'une charnière. Et bien sûr d'une cloison. L'observation ne fait apparaître que ça. On ne voit que ça. Moi je vois que ça. Je vois rien d'autre. Alors si on avait qu'un seul... Ici, le problème c'est qu'on a tout une panoplie de systèmes. Je m'excuse, on a une... Oui, oui. Le système est composé on va dire, de systèmes simples. Voilà. Si je prends le tirant, c'est un système simple. Système simple. Le S2, c'est un système simple. S1, c'est un système simple. C est un système simple. La cloison est un système simple. Et l'ensemble de ces systèmes simples forme le système 6. Qui est un peu... Il n'est pas complexe. Hein, je n'ai pas dit que je n'ai pas pris l'assemblage des pièces d'un avion. Donc, c'est pas complexe. Ici, c'est facile. C'est juste qu'on a quelques... Voilà. Maintenant, si on étudie un système, c'est pour être dans un milieu. Quel milieu? Soit
bon, vous êtes dans la mécanique, résistance des matériaux, mécanique des fluides, thermodynamique ou physique. Bon, si vous êtes en mécanique, ben, vous allez faire l'étude de la statique, par exemple, pour voir si le corps est en équilibre ou pas. Alors, si on a affaire à un seul système, enfin, oui, quand je dis un seul système, un seul solide, quand on a affaire à un seul système, les forces sont toujours extérieures. Quand on a un seul système, je prends un système simple, les forces sont toujours extérieures. Alors, vous aurez compris qu'en réalité, on trouve rarement, je veux dire, un seul système à étudier. On a toujours, c'est presque, je dirais même presque toujours, des systèmes de solides reliés entre eux par divers procédés de construction. Et je dirais des constructions mécaniques. Alors, quels sont on va dire, ces procédés de construction mécanique qui sont en interrelation avec, voilà, un solide bien particulier? Ben, généralement, vous allez retrouver des axes. Voilà, des axes. En mécanique, si vous prenez une voiture, vous allez trouver beaucoup d'axes, notamment dans les boîtes de vitesse. Voilà, des axes, c'est pas. Alors, on va en trouver des milliers. Voilà, des axes. Alors, vous allez trouver. Les solides seront en contact avec des axes. On peut avoir des contacts avec des axes. Des systèmes d'articulation. Alors, il y a toute une panoplie, hein, systèmes d'articulation. Les systèmes d'articulation, on a beaucoup. Par exemple, la charnière est un système d'articulation. Voilà. Vous allez retrouver des systèmes à vis, des systèmes à boulon, à pignon, des systèmes avec des vis spéciales. Hein, il y a des vis spéciales. Les systèmes avec des crémaillères, en contact avec une crémaillère, en contact avec des goupilles, en contact avec des clavettes, en contact avec voilà, des tenons mortaises, voilà, des contacts, de multiples contacts. Alors il y a tout le système d'assemblage par colle. Voilà, parce que bon, on n'a pas que des systèmes d'assemblage par une force, peut-être on peut avoir une force d'adhérence au travers de la colle. Voilà, la colle. On peut avoir des systèmes qui sont collés. On les colle par un produit chimique. Voilà, donc, en tout cas, les systèmes en mécanique, on a beaucoup de systèmes. Goupilles, clavettes, etc. Bon, c'est toutes les formes d'assemblage qu'on peut avoir entre deux objets mécaniques. Hein. Ça, si vous avez compris ça, bon, vous avez compris qu'un système solide n'est pas toujours seul, mais qu'il est en contact avec voilà, des systèmes en contact, il est en relation avec des systèmes. Alors, on peut avoir des appuis simples, des tiges, des liaisons, je veux dire, rotoïdes, des fils, voilà, des charnières. Voilà, on peut avoir des liaisons d'encastrement, des liaisons pivots, des liaisons glissières, des liaisons glissières et hélicoïdales, des liaisons pivots glissants, des liaisons appui plan, des liaisons rotules, des liaisons linéaires rectilignes, des liaisons linéaires annulaires et des liaisons ponctuelles, des liaisons libres. Et tout ça, vous allez voir dans la norme AFNOR, voilà, des représentations mécaniques, des liaisons mécaniques, des représentations des liaisons mécaniques, on va dire. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc on n'a pas un système simple. Alors si on avait un système simple, comme je dis, on n'a que des forces extérieures. Mais on n'a pas un système simple. Il est toujours, on a toujours un système interrelié avec quelque chose d'autre en mécanique. Alors, maintenant, le système absolu, on n'a pas un système absolu. Quand on a plusieurs systèmes interreliés, on a un système relatif, il est dépendant. Voilà. Comment seront définies nos forces? Deux types de forces. De deux choses l'une, soit on a une force de type extérieur, ou soit elle est intérieure. Et justement, c'est là que vient la relativité et la notion de non absolu, donc de relativité. Attention, j'ai marqué deux fois la même chose, force extérieure, force intérieure. Qu'est-ce qui est force intérieure et force extérieure? C'est la définition du système. C'est la définition du système
du système qui va dire si on a une force extérieure ou une force intérieure, tout simplement. Donc c'est la définition du système qui va dire qui est force extérieure, qui est force intérieure. Donc ça n'a rien d'absolu. Comme je l'ai dit, tout est relatif. Donc ça va dépendre uniquement, seulement de la manière dont on définit le système. Et maintenant, vous allez voir ce cas de figure que je... Voilà, je vais décomposer ceci en plusieurs systèmes. Alors, qui sera mon système? Qui est mon système ici? On va voir. Alors, on va faire une première étude, voir qui est force extérieure, qui est force intérieure, en définissant différents types de systèmes. Alors, si je prends mon système défini de la façon suivante. Alors, système. Supposons que je prenne le système qui est formé de la poutre S1. Bien sûr, S1 est articulé en A. Il y a une articulation charnière, de type charnière, en A, est soutenue en B par le tirant T, qui lui-même, le tirant T, est attaché au point C. Alors, la poutre S1 supporte un solide S2. Voilà. Et je vais considérer ici le solide S2 faisant partie de mon système. Alors, je vais négliger le poids du tirant. Bon, ici, je prends le tirant aussi dans le système, mais ici, je néglige le poids du tirant. Poids négligé. Donc, voilà. Donc, qui sont les forces extérieures, qui sont les forces intérieures? Alors, quelles sont les forces extérieures? Alors, pour ça, je vais retirer... Je vais mettre ça ici, le dessin. La définition du système. Voilà. Qui sont les forces extérieures? Et qui seront les forces intérieures au système? Eh bien, voyons voir. Les forces extérieures au système, ben, la Terre est extérieure au système, puisque j'ai pris le système qui était S1 plus S2 plus le tirant. Donc la Terre est extérieure au système. Bon, mais elle va attirer, je veux dire, les objets au travers de voilà, la force de gravitation. Donc on aura ce qu'on appelle le poids. Les forces extérieures sont le poids de la poutre S1, le poids de la poutre S2. Bon, le poids du tirant, non, parce qu'il est négligé. Voilà. Alors, il y a une réaction d'attache en C, puisque le tirant fait partie du système, et le tirant est en relation avec la cloison, ouais, au travers d'une attache. Au travers d'une attache. Donc l'attache fait l'intermédiaire entre la cloison et le tirant. Donc on a l'attache, on a une réaction au point C, que je vais appeler réaction au point C, de la réaction au point C de, comment on appelle ça, sur le tirant, de la tâche au point C sur le tirant. Voilà. Et donc, là, j'ai défini mes forces extérieures. Alors, bien sûr, comme j'ai le système S1 qui est en relation en A, ben on a aussi la réaction d'articulation sur la poutre.
Voilà, on a la réaction, je m'excuse, réaction, c'est une relation aussi, parce qu'il y a ils sont reliés entre eux, donc il y a une relation aussi, mais c'est plutôt une réaction. Réaction de l'articulation au point A sur le solide S1. Voilà. Alors, B n'intervient plus. B n'interviendra plus parce que, voilà, là on va considérer qu'entre le tyran et S1, là, ce sont des forces intérieures. Entre le tyran et S1, ce sont des forces intérieures. Donc là, on n'écrira pas. Pour les forces extérieures, bien sûr. Bon, maintenant les forces intérieures ou les forces internes. Bon, forces extérieures, c'est les forces externes, et forces intérieures, c'est les forces internes. Pour les forces internes ou intérieures, bon, on a la force exercée par le solide S2 sur la poutre S1, force du solide S2 sur la poutre S1, les forces exercées par la poutre S1 sur le solide S2, ça vous aurez compris que c'est les forces d'action-réaction, c'est les lois de Newton. Donc S1 sur S2. Voilà. La force exercée par les tyrans sur la poutre enfin, la force exercée par le tyran sur la poutre. Donc sur la poutre S1. Force tyran sur la poutre S1. Ça, vous aurez compris que c'est au point B. Hein. C'est la force intérieure que je vous ai dit en B. C'est la force, elle agit en B, cette force-là. Bon, vous avez la force exercée par la poutre sur le tyran. Force exercée par la poutre sur le tyran. Bon, vous aurez compris que les forces intérieures s'annulent. Ça fera 0. Voilà, c'est l'action égale la réaction. Donc toutes forces intérieures vont s'annuler. Il ne restera plus que les forces extérieures, PS1, PS2, RCT et RAS1 dans ce cas-ci. Voilà, et donc ça, c'est j'ai pris le système S1 plus S2 plus T. Bon, maintenant, je vais reprendre le système sans le tyran, avec uniquement S1 S2. Voilà. Là, je n'ai plus à négliger le poids parce que je considère même plus que T fait partie du système. Le système, c'est tout simplement S1 S2. Alors, quelles sont les forces qu'on va voir? Bon, on va voir les forces. Les forces extérieures sont le poids de la poutre S1, PS1, il est toujours là. Le poids de la boule, qui est PS2. Voilà. Par contre, le tyran, de toute façon, il était négligeable avant. J'avais négligé le tyran, donc si le tyran, j'ai pas le poids, son poids, donc il ne sera pas là. Alors, on aura l'articulation. Attention qu'ici, ça va changer. Petit instant. Faut que je vais effacer tout, hein. C'est mieux. C'est mieux parce que je voudrais bien. Donc, pour l'instant, je vais aller étape par étape. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a la réaction de l'articulation en A sur la poutre S1. Donc on aura RA S1. Voilà, au point, la réaction de l'articulation au point A, la charnière, hein, le contact de la charnière avec voilà, la poutre RA S1. On a, comme le tyran est extérieur cette fois-ci, ben, on aura la réaction au point B. Cette fois-ci, on aura la réaction du point B qui est le tyran sur S1. Voilà, à part ça, je vois plus rien d'autre. Bon, les forces intérieures.
7 ici. On aura normalement, je vais faire une copie dans un premier temps de ceci, puis je vais éliminer. Hein. Bon, je vais faire une copie. Attends, je vais aller par élimination parce que c'est pas bon, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, est-ce qu'on aura toujours la force de F, la force de la boule sur la poutre? Ça, on l'aura toujours. Ces deux forces internes. La force exercée par le solide S2 sur la poutre, S2 sur S1, on l'aura toujours. Attention qu'ici, S2 c'est la poutre sur le... Enfin, S2 c'est la boule sur la poutre, c'est S2 sur S1, oui. Et la force de S1 qui est la poutre sur la boule, on l'aura toujours. Bon, est-ce qu'on aura FT S1 non, parce que cette fois-ci, T, le tirant, est extérieur. Voilà, il ne reste plus que ceci. Donc on n'a plus que 3 forces extérieures et 2 forces intérieures. Attention qu'ici, force extérieure. Non, le tirant, ouais, c'est une force extérieure. Ouais, c'est ça. On n'a plus que 4 forces extérieures et 2 forces intérieures. Alors que là, on avait 4 forces extérieures et 4 forces intérieures. Donc, on a éliminé, si vous voulez, 2 forces intérieures. Mais on a toujours 4 forces extérieures, bon, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'ici. Bon, on a 4 forces extérieures et 2 forces intérieures. Bon, maintenant, je prends un seul aimant, cette fois-ci, je prends la poutre S1. Donc, je refais le même travail. Voilà, et je prends plus qu'un système. Le système S1. Donc le système, c'est plus que S1. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Les forces extérieures, on a le poids de la poutre, PS1. Voilà. Voilà, on a le poids de la poutre PS1. PS2, non, parce qu'il est extérieur au système. Par contre, ce qu'on aura, c'est une force extérieure de S2 sur S1. Parce que S2 va agir sur S1. On aura sur la poutre S1, on aura l'articulation en A, donc la réaction d'articulation ERAS S1, on l'aura toujours. Les réactions, le tirant sur S1, donc j'aurai une force voilà, de réaction, qui est réaction du tirant sur S1. Et la force exercée par donc Fs1 sur S2, là c'est devenu une force extérieure. Voilà. Ça n'a plus lieu d'être parce qu'on utilise le système S1. Je regarde ce qui va agir sur S1. Donc ici c'est S1 sur S2, on s'en fout parce que voilà, ce qui veut dire que ici on n'a plus de force intérieure. J'ai plus aucune force intérieure. Vous voyez que ici, qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais 4 forces intérieures. Quand le système était composé de 3 éléments, on avait 1, 2, 3, 4 forces intérieures. Quand le système est défini par plus que 2 éléments, j'ai plus que 2 forces intérieures. 2 forces intérieures. Voilà, et quand il n'y a plus qu'un élément, on a plus que on a toutes des forces extérieures. C'est ce que j'avais dit au départ. J'avais dit que bon, là, on n'a plus toutes des forces extérieures. Donc,
S1 est en contact avec quoi? Ben, il est en contact avec la boule. Donc j'ai force de S2 sur S1. S2 est une force extérieure qui va agir sur le système intérieur S1. Donc c'est F2 S2 sur S1. On a l'articulation qui va agir sur S1. C'est-à-dire c'est réaction d'articulation sur S1. Donc en A. Et en B, on a la réaction du tyran sur S1. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il n'y a plus de force intérieure. Donc, quand on n'a plus qu'un seul système, on a toutes des forces extérieures. Et vous allez me dire, point C, il est où? Point C, il est extérieur au système. Donc, je ne veux pas étudier des forces qui sont en C. Je peux étudier les forces en C. Donc, les seuls contacts que j'aurai au niveau de la poutre, c'est en A et en B. Donc, on a S2 va agir sur S1. C'est la force de S2 sur S1. On a la force exercée par le tyran sur la poutre. C'est F, c'est la réaction de tyran sur S1. On a la réaction de l'articulation sur S1, c'est voilà, la réaction de A, S1 au point A, bien sûr, A sur S1. On a bien sûr le poids lui-même de la poutre S1. Mais ici, voilà, donc ça va donner ça. Ces forces-là, il n'y a plus de force intérieure. Donc en fonction qu'on définit le système, toutes les forces extérieures et intérieures se définissent par rapport au système. Par rapport au système. Donc rien n'est absolu, c'est pas quelque chose de figé, c'est relatif. Ça dépend de votre système. Et voilà, et ça c'est un système simple qui met en œuvre que ça dépend, quand vous prenez votre système, ben, ce que devient les forces extérieures. Et là, à ce moment-là, quand tout est posé, alors la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr de définir le système. Que vous soyez en mécanique des fluides ou en résistance des matériaux, la première chose à faire, c'est définition du système. Voilà, c'est la définition du système, c'est le point de départ. Qu'est-ce que vous étudiez, qu'est-ce que vous aimez bien faire, sur quoi vous allez faire les calculs. Voilà, il faut définir le système qui peut être un assemblage. Hein. Alors, un système, c'est pas un système simple. On a rarement des systèmes simples. Généralement, c'est des assemblages, comme je vous l'ai dit, avec des goupilles, des tenonces, des mortaises, des articulations. Voilà, toute une panoplie voilà, de liaisons, liaisons d'encastrement, liaisons voilà, d'articulation, rotoïdes, voilà, des liaisons par tige, liaisons voilà, par axe. Liaison, c'est pas ce qui manque. Bon, d'ailleurs, il y a une normalisation sur les liaisons voilà, qui définissent les degrés de liberté et les symbolismes de ces types de liaisons. Et en mécanique, si vous ouvrez un moteur, vous allez avoir beaucoup de choses. Hein. Alors sur le corps humain, il y a déjà on a une rotule. Une rotule, bon, vous voyez, ça permet la rotation, ben, je ne vais pas dire à 360, mais ça permet une rotation avec un certain degré de liberté dans un certain sens par rapport à un axe. Alors quand vous avez défini le système, vient la définition de vos forces. C'est par rapport au système. Là, on définit les forces intérieures et extérieures par rapport au système. Définition des forces par rapport au système. Par rapport au système. C'est la deuxième étape. Troisième étape, et là, bien sûr, définition des forces, ça veut dire que vous devez connaître quelles sont vos réactions. Hein. Il y a les forces visibles, il y a les réactions que vous devez connaître, les types de réactions, comment vous devez les mettre. Voilà, alors, une fois que vous avez fait ça, ben, vous placez votre axe. Alors 1D, 2D ou 3D, ça dépend voilà, le type de problème étudié. Par exemple, dans ce cas-ci,
c'est un problème plan. Donc un axe XY suffit. On peut avoir des problèmes spatiaux, des problèmes plans en XY, des problèmes spatiaux en XYZ, et on peut avoir des problèmes tout simplement sur une ligne. Pourquoi pas? Je vais étudier une tige. Une tige, bon, j'aurais que deux. Voilà. Je peux étudier sur un axe X. Tout simplement. J'ai pas besoin de XY. XY. Et après, quand vous avez placé votre axe, là, vous pouvez établir vos équations. C'est que là que vous pouvez établir vos équations. Alors, qui dit équation, dit résolution d'équations. C'est normal parce qu'on ne met pas des équations sans les résoudre. Généralement, si on met des équations, c'est pour les résoudre. Résolution du système d'équations. Alors, il y a des méthodes matricielles. Vous choisissez votre méthode. Les systèmes d'équations, il y a diverses méthodes. C'est vous qui voyez. Bon, il y a des méthodes qui sont plus rapides que d'autres. À certains moments, pas toujours, mais voilà. Il y a des systèmes qui sont d'office d'actualité. Si on a par exemple système 2-2 ou 3-3, bon, ça, on sait le faire par des méthodes bien précises, automatiques. Automatiquement par des méthodes bien précises qui sont adaptées pour le 2D. Voilà, 2D, 3D. Voilà, pour deux équations à deux inconnus, trois équations à trois inconnus. Voilà, il y a des systèmes, méthodes de Cramer, tralala, tralala. Bien sûr, en dépendant de certaines conditions. Voilà. Alors, quand vous avez résolu le système, il faut bien sûr faire une vérification. Et quand vous avez fait la vérification, c'est comme tout le temps, c'est bien sûr de réécrire les forces. Voilà. Et en fait, c'est quelque part, c'est éditer les solutions. Alors, éditer les solutions, ça ne veut pas dire, bon, telle force, elle vaut autant. Vous pouvez les dessiner dans le dessin. C'est bien sûr, ici, tout sera basé sur base d'un dessin. Vous aurez un dessin. Alors, définition du système, bien sûr, c'est sur base d'un dessin. Vous allez avoir ici un dessin. Bon, ça peut être un dessin, une esquisse, bon, vite faite, un esquisse vite faite, bien faite. Mais ça, généralement, c'est un dessin bien fait. On fait un dessin bien fait. Voilà, une fois que votre dessin est bien fait, on définit les forces par rapport à ce dessin bien fait. Là aussi, c'est géométrique, hein, parce que voilà, la définition des forces, ben, ce sera, vous allez mettre les forces dans le dessin, donc ce sera aussi géométrique. Le dessin, c'est géométrique. Voilà, voilà. Vous faites un dessin géométrique de la situation. Puis, les définitions de force par rapport au système, mais ce sera géométrique. Placer un axe, bon, mettre un axe, c'est géométrique aussi. Mais attention, quand je dis placer un axe, il doit être judicieusement pour faciliter les calculs. Judicieusement placé. Placer, c'est justement, c'est pour pas avoir des calculs trop compliqués. Hein. Je veux dire, il y a toujours manière, même en géométrie, que ce soit en géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace, il y a toujours moyen de mettre un repère s'il n'est pas, donné au départ le repère. Si vous avez un problème sans repère, que vous devez placer votre repère, mais il faut placer de façon à pas trop compliquer les équations. Hein. Parce que les équations, bon, vous prenez le zéro au bon endroit, qui va faire un maximum de, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de simplification. Alors, les équations seront relatives au système d'axes. Elles seront relatives au système d'axes. La résolution du système d'équations, il y a des techniques. Hein. C'est toutes les techniques de résolution. Il y en a beaucoup. Les techniques par voie... voilà. Et ça, qui s'occupe de ça, c'est l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire aborde les techniques de résolution des systèmes d'équations. Il y a beaucoup de techniques. Voilà, beaucoup de techniques de résolution d'équations. Système matriciel, tralali, il y en a beaucoup. Donc ça, vous adoptez la technique qui vous sied le mieux.
que vous vous sentez le plus, je veux dire, à l'aise. La vérification du système, bon, bon, ça c'est abordable pour tout le monde, hein. Il suffit de remplacer les solutions dans les équations que vous estimez bonnes. Parce que si vous estimez que les équations sont bonnes et qu'elles ne sont pas bonnes, bon, ça, vous aurez peut-être bon à votre système d'équations. Vous allez vérifier c'est bon, mais en vérité, le système d'équation, il a mal été conçu. Donc le système d'équation n'est pas bon, et que vous travaillez correctement votre système d'équation qui n'est pas bon, vous allez trouver des solutions pour votre système d'équation qui n'est pas bon à la base. Mais donc vos solutions seront bonnes pour votre système d'équation qui n'est pas bon à la base. Ça peut arriver aussi. Donc le système d'équation que vous allez mettre, il doit être bien sûr correct dès le départ. C'est pour ça qu'il faut tout vérifier. Faire, c'est une vérification, c'est un système, travailler efficacement, pas à pas. C'est un travail pas à pas ici. Bon, donc ici, définition du système. Bon, c'est un travail de type géométrique. Bien sûr, quand je dis géométrique, c'est pas que géométrique, parce il y a aussi la pensée. Tout est une question de pensée. Vous avez pensé, qui sera votre définition du système. Vous avez pensé, c'est de la réflexion. Voilà, de la réflexion. Alors, définition des forces par rapport au système, ça, je dirais plus, c'est beaucoup de la connaissance. La connaissance, vous devez connaître tous vos systèmes, normaliser, voilà, avant d'entamer quoi que ce soit. Bon, dans les systèmes normalisés, vous devez connaître, par exemple, une liaison d'encastrement, c'est 0 rotation, 0 translation. Une liaison pivot, c'est une rotation, 0 translation. Voilà, en mouvement relatif. Une liaison glissière, c'est 0 rotation et une translation. Une liaison glissière et hélicoïdale, c'est une rotation, une translation conjuguée. Une liaison pivot glissant, c'est une rotation, une translation. Une liaison appui-plan, c'est une rotation de translation. Une liaison rotule, c'est 3 rotations, 0 translation. Une liaison linéaire rectiligne, c'est 2 rotations, 2 translations. Une liaison linéaire annulaire, c'est 3 rotations, une translation. Une liaison ponctuelle, c'est 3 rotations, 2 translations. Et une liaison libre, c'est 3 rotations, 3 translations. Et vous trouvez tout ça, bien sûr, dans les normes AFNOR. Bon, lesquelles, ce sont les normes AFNOR, si vous voulez, que vous devez connaître par cœur, quand si vous faites de la mécanique. Hein, bon. Si vous faites de la mécanique, vous devez connaître ces normes AFNOR par cœur. Parce que bon, sinon, vous n'allez pas avoir votre norme AFNOR à côté de vous à l'examen. Alors, c'est du connu, hein. Ça s'étudie. Vous étudiez ça. C'est comme quelqu'un qui fait de la trigonométrie, doit connaître ses formules. La première des choses qu'on étudie en statique, je vous dis, ça c'est une question, celui-ci c'est une question de connaissance. Hein. C'est une question de connaissance. Donc, si vous ne connaissez pas, je veux dire, les normes AFNOR E04, qu'on doit étudier dès le départ que vous faites la mécanique, c'est pas la peine de faire la mécanique, encore une fois. C'est comme vous faites la trigonométrie, vous ne connaissez pas vos formules, ça ne sert à rien de faire de la trigonométrie. Hein. Ça ne sert à rien. N'allez pas aborder la trigonométrie si vous ne connaissez pas vos formules. Ça ne sert à rien du tout. À rien du tout. Je ne vois pas l'utilité de vouloir attaquer des problèmes sans en connaître ces formules. C'est comme si vous n'avez pas d'autres outils et vous voulez, vous voulez desserrer un boulon avec quoi? Votre main? Ah non, ça ne se passe pas comme ça. On a des outils pour desserrer des boulons. Et il faut adapter, il faut aller chercher l'outil adapté. Donc vous devez connaître, avoir la connaissance de vos outils. Voilà, avant de les manipuler. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si vous faites de la statique ou de la résistance des matériaux, parce que c'est valable aussi pour la résistance des matériaux, ceci, ou la statique, eh bien, vous devez connaître les normes normalisées AFNOR, des symbolismes, des représentations symboliques des liaisons mécaniques, qui est la norme, si je me rappelle, c'était la norme E04. Parce que les normes, il y en a beaucoup. C'était là E04, E015, je crois. Je ne me rappelle plus. Voilà, de ce côté-là, allez voir les normes AFNOR. Voilà, à mon avis, c'était celle-là. C'était ça, je me rappelle, c'était la E415. E04, E015. Ben, vous allez vous retrouver normalement tous les symbolismes, avec bien sûr le nombre de degrés de liberté, le type de mouvement relatif que je vous ai expliqué. Ben, moi, je veux dire,
qu'on étudie par cœur. Il ne faut pas aller voir les normes parce que je viens de vous dire qu'en mécanique, on connaît par cœur ça. En mécanique, on connaît par cœur. Il y a mécanique, faire de la mécanique, ça ne signifie pas faire du calcul. Hein. C'est pas des mathématiques. C'est pas exclusivement des mathématiques. C'est aussi des connaissances. Et les connaissances, c'est connaître ces normes. Ces normes et les théories relatives à la mécanique. C'est pas que le point de vue mathématique, il est ici. Donc je vais vous mettre le point de vue mathématique. Équation relative, ça vous donnez ça aux mathématiciens. Voilà. Je dirais que les éditions des solutions, c'est aux mécaniciens de le faire parce qu'il doit redessiner dans le système. Définition des forces par rapport au système, éditer les solutions, il doit les remettre dans le graphique, niveau géométrique. Donc ça, le dernier point là-bas, c'est au mécanicien à le faire. À la rigueur, le verre, vous le donnez à un mathématicien, il va s'occuper. Il va s'occuper de résoudre voilà, vos équations que vous lui donnez. Il va les résoudre, c'est pas un problème. Mais le mathématicien sera incapable voilà, d'aller mettre les forces adaptées au bon endroit. Pourquoi? Parce que suivant bien sûr le système, ben pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les normes 04, 015. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un mécanicien doit les étudier, parce que c'est son point de vue. Ce point de vue, c'est de pouvoir placer voilà, un type de... Voilà, s'il y a une liaison rotule, ben, il doit mettre la liaison rotule. S'il y a une liaison voilà, cylindrique ou pivot, voilà, il doit le mettre. S'il y a une liaison sphérique ou rotule, il doit la mettre. S'il doit mettre une liaison à appui-point, il doit le mettre. Et ça, c'est valable aussi en, comment on appelle ça, en résistance des matériaux. C'est la même chose. C'est la même chose. Il doit connaître, de toute façon, la norme E04, E015, elle est valable en mécanique classique, par exemple dans les études de statique, quand on va faire un équilibre de force en statique, ben, c'est valable aussi bien en résistance des matériaux quand ça ne changera pas. Bon, les normes sont les normes, que ce soit en résistance des matériaux ou en, comment on appelle ça, en mécanique, c'est la même norme. Une liaison pivot, c'est une liaison pivot. Voilà, ça ne changera pas parce que vous êtes changé de domaine. Hein. Non, une liaison pivot, c'est une liaison pivot, c'est pour tout le monde. Si vous faites une liaison hélicoïdale, ben, une liaison hélicoïdale, c'est valable pour tout le monde. Que vous ayez une liaison hélicoïdale en résistance des matériaux ou en mécanique dans l'étude d'un système, avec voilà, une hélice. Une hélice, hein. Liaison hélicoïdale, je rappelle que c'est un degré de liberté, la liaison hélicoïdale, eh bien, vous devez connaître par cœur. Bon, il n'y a pas beaucoup de connaissances par cœur pour le E04, 015, hein, parce que je les ai tous cités. Voilà, il y en a que 11 à retenir, je crois. C'est 11. Il n'y en a que 11 à retenir. De toute façon, je les verrai. Hein. La norme E04, E015, je la verrai. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et donc, bien sûr, placer un axe de géométrie, placer un axe, c'est la géométrie. Alors, judicieusement placé, c'est par rapport à l'expérience. Hein. Vous savez que c'est mieux de placer un axe là-bas, à tel endroit, plutôt qu'à tel endroit. Ben, ça, c'est l'expérience qui parle. Hein. Si vous avez fait voilà, quelques exercices, vous voyez que c'est plus facile de placer à tel point parce que ça élimine voilà, des équations, ça simplifie des équations. On n'a pas des équations très difficiles pour la résolution. Donc ici, placer un axe, c'est aussi le point de vue du mécanicien, qui joue un petit peu le rôle du mathématicien. Bah, en fait, là, il entrevoit déjà qu'est-ce qui peut simplifier comme équation. Alors, je dirais même, ici, le mécanicien, il fera ça aussi. Hein. Donc, il fera ceci, placer un axe, et les relations, les équations relatives au système, voilà, les équations relatives au système, avec S bien sûr, eh bien ça c'est le mécanicien. Maintenant la résolution c'est le mathématicien. Ce qui est en vert c'est le point de vue du mathématicien. Lui il va résoudre et va vérifier le système par une méthode voilà, classique de résolution parce qu'il en existe beaucoup. Voilà, il existe beaucoup de techniques. Voilà, donc il prendra une de ces techniques pour résoudre. Il va peut-être se faciliter la tâche dans certains cas de figure. Il va prendre voilà, des méthodes plus adaptées dans certains cas de figure. Voilà. Maintenant, s'il y a trop d'équations,
on repassera par un logiciel de résolution d'équations. Bon, il existe aussi des logiciels ou des logiciels qui calculent voilà, des systèmes d'équations. Vous allez mettre un système de 20 équations à 20 inconnus. Bon, je crois pas que vous allez faire ça manuellement. Parce que le système matriciel est très grand. Le système matriciel devient très grand. Donc là, on demande aux ordinateurs, quoi qu'il y a toujours moyen de simplifier. Il y a parfois moyen de simplifier certaines matrices. Hein. Voilà, on peut être amené à simplifier des matrices, bon, dans certaines conditions, mais on n'aura pas toujours la facilité voilà, de simplification. Donc parfois il faut calculer un 20 sur 20, ben, c'est un programme qui fait ça. On ne va pas demander à un être humain de calculer une matrice 20 x 20, hein, voilà, en résolution d'équations, le système d'équations. Donc là, à ce moment-là, on fera appel à, bien sûr, à quoi on fera appel à des logiciels. Donc, ce qui est en définition du système, c'est du dessin géométrique. Ben, ça, c'est qui? C'est le point de vue du mécanicien. C'est le mécanicien qui fera ça, la définition du système. C'est le mécanicien. Donc, celui qui fait la statique, il va définir le système. Alors, définition des forces par rapport au système, c'est comme mécanicien, hein, puisque lui, une fois qu'il a le système qui est défini, en fonction de ce que je viens de voir ici, voilà, ici, vous voyez que c'est un système formé que d'un élément. Là, on a 2 éléments, et là, on a 3 éléments. Et vous voyez que les forces extérieures sont dépendantes voilà, de votre système à 1, 2 ou 3 éléments, voire plus. Hein. Donc, la définition du système, c'est le mécanicien qui fait ça. Définition des forces par rapport au système, c'est le mécanicien. Placé à un axe, judicieusement placé pour simplifier le problème, c'est aussi le mécanicien. C'est lui qui va former ses équations par rapport à ce qu'il a voilà, en présence. C'est le mécanicien. Maintenant, résolution, il peut faire appel à un logiciel ou il peut appeler un mathématicien, mais normalement, dans les études, on demande aux mécaniciens de savoir résoudre un système d'équations. Moi, je demande pas, on ne demande pas de résoudre un système 20 x 20. Voilà, on ne demande pas ça. Par exemple, un système 4 x 5. Maintenant, vous pouvez avoir des grands systèmes, mais qui s'auto-éliminent. C'est possible, ça, comme dans les études de circuit électrique. Dans les études de circuit électrique, il y a beaucoup de zéros qui apparaissent, donc on peut aller par élimination. De toute façon, il y a des techniques d'élimination. Hein. Il y a des techniques d'élimination. Hein. Voilà. Je pense par exemple à les techniques d'élimination de Gauss-Jordan. Voilà, donc je pense à celle-là, mais il y a des méthodes de substitution par élimination. On élimine par substitution. On élimine certains, on trouve quelque chose, on remplace dans l'autre, et par effet boule de neige de chaîne, on finit par trouver voilà, toutes on réduit le système, c'est une réduction du système. Le fait d'avoir trouvé quelques solutions, on réduit le système à voilà, une classe plus petite. Voilà. Et donc là, bon, bien sûr, dans les études, le mécanicien devra être capable de résoudre un système d'équations et bien sûr de le vérifier. Donc ces deux-ci vont ensemble et d'éditer les solutions, c'est-à-dire de remettre dans le dessin. Éditer, ça ne veut pas dire, bon, solution, un tel, un C, ça il faudra le faire. Mais il faudra représenter, puisque ça reste de la mécanique, il faut remettre ça dans son contexte. C'est-à-dire ici, le contexte, ben, c'est au niveau géométrique. Hein. Vous devez redessiner les forces à l'échelle. Hein, ouais, parce que ici, tout sera, bien sûr, quand définition du système, définition des forces par rapport au système, placer un axe, bien sûr, ici tout est à l'échelle. Hein. Il faut créer une échelle. Donc, la réponse que vous aurez, il faudra la mettre à l'échelle. Redessiner à l'échelle les forces, avec leur direction. Parce que les inconnus, ça va être quoi qu'est-ce qu'on demande dans les forces? On demande une force, c'est une norme, un sens, une direction. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande la norme de la force. C'est la première chose qu'on demande. La norme des forces inconnues. Les normes des forces inconnues qu'on demande. Mais on demande aussi leur direction. Ouais, et leur sens, bien sûr. Et donc, les directions, ce sont les angles. Donc, il y aura des calculs de trigonométrie, de fortes chances d'avoir beaucoup de trigonométrie voilà, dans ce style d'équation. On aura de la trigonométrie. On aura des équations sinus, tangente, cotangente. On aura des équations trigonométriques. Effectivement, parce qu'il y a des angles à trouver. Il y aura des relations d'angles. Tout comme il y aura des relations de normes. Et donc, il faudra trouver les normes et les angles. Voilà.
Et donc, il faut bien définir son système de départ pour pouvoir, voilà, simplifier le maximum de choses possibles. Voilà. Vous avez bien vu qu'ici, si je prends le système S1, on a 4 forces, on n'a plus de force intérieure. Là, je prends le système S1, S2, j'ai 4 forces, 2 forces intérieures. Et là, si je prends le système S1, S2 et T, avec T négligé, bien sûr, hein, si le poids est négligé du tyran, ben, j'ai 4 forces avec 4 forces, 4 forces extérieures et 4 forces intérieures. Et quand on n'a plus qu'un voilà, un système composé d'un seul élément unique, ben, on n'a plus que des forces extérieures, il n'y a plus de forces intérieures. Je vous remercie.